Commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette pêche en ligne sur les données historiques piscicoles et leur intérêt dans le diagnostic d'un cours d'eau. Je suis Evelyne Montagnon, je suis chargée de mission à l'ARA et je suis ravie de vous accompagner pour cette matinée de partage d'expériences et d'échanges en compagnie donc de Sébastien Versanne-Janaudet, qui est directeur de la Maison de l'eau et de la pêche de Corrèze, et de Stéphane Petitjean, qui est chargé de mission à la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de la Corrèze. Julien Biguet, qui est directeur de l'ARA, sera également présent à mes côtés ce matin. Avant de commencer, on va faire un petit point sur la technique visio. Euh, du coup, je vous rappelle quelques petites règles. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous demandera s'il vous plaît de vous renommer. Donc, vous cliquez sur l'onglet participant qui est en bas de votre écran et ensuite vous faites un clic droit sur votre nom. Comme pour tous les autres événements de l'ARA, l'objectif, c'est de vous permettre d'échanger un maximum et du coup de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas. Pour cela, on vous propose tout au long de l'intervention de poser vos questions par écrit dans l'onglet chat. Et à la fin de la session, je pourrai relayer vos questions aux intervenants ou si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prendre la parole, donc en utilisant l'onglet Lever la main et puis à poser directement vos questions. Voilà, donc il est temps de laisser la parole à Sébastien et à Stéphane. Je vais arrêter mon partage d'écran et puis je vous laisse la parole. Ok, merci. Voilà. Alors c'est parti, on partage du coup. Clac. Et à partir de là, on ne vous voit plus. Déjà, pour se présenter peut-être rapidement, je vais laisser Steph. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis chargé de mission à la Fédération de pêche et de protection aquatique depuis 2007 sur toutes les missions de restauration de cours d'eau et de connaissance et d'animation du plan de gestion. Et c'est dans ce cadre qu'on est amené à travailler avec notre partenaire qui est la Maison de l'eau et de la pêche, avec un partenariat très ancien qui date depuis une trentaine d'années. Voilà, et donc moi qui a un profil, qui fait un master à Besançon et qui date un petit peu, et puis après qui sévit au sein de la Maison de l'eau et de la pêche en tant que directeur depuis une vingtaine d'années maintenant, avec d'autres parcours et d'autres vies annexes, on va dire. Voilà, parce que je suis aussi président d'une APPMA et j'ai aussi fait un master en gestion des ressources humaines qui apporte voilà, quelques éléments complémentaires dans le quotidien. Et donc, du coup, peut-être pour commencer directement sur le sujet, l'origine en fait de ce travail un peu sur les données historiques, c'est un travail qu'on a réalisé parce que ce qu'on entendait dans le quotidien de nos activités, c'était voilà, ce qu'on entend tout le temps, c'est il n'y a plus de poissons, il y a plus de poissons, il y a moins de poissons qu'avant, il n'y a plus de poissons, ma bonne dame. Donc on se disait que peut-être la répétition ne transforme pas forcément un mensonge en vérité, et donc à un moment c'était nécessaire d'essayer de comprendre et puis d'analyser d'où venaient ces diminutions des stocks de poissons, quoi, présumés en tout cas. Et donc, avec l'idée quand même d'objectiver l'information et de dépasser la somme des croyances individuelles pour travailler sur une vraie composante historique. Donc ça nous a amené à faire un travail d'atlas des poissons du Limousin. Donc je crois avoir mis le lien juste ici, voilà, qui est entièrement disponible en ligne, hein, s'il y en a que ça intéresse. Bon, c'est centré sur une zone géographique assez limitée, mais voilà, l'idée c'était de rendre aussi publique l'information et la partager. Donc là-dedans, on a essayé d'intégrer l'ensemble des données de pêche scientifiques qui existaient, toutes les données d'inventaire, et puis après toutes les données historiques entre guillemets disponibles, donc les recherches au niveau du site de Gallica, au niveau des archives départementales, et tout ce qu'on a pu trouver d'échanges de courriers anciens qui nous mettaient sur la piste en fait de la reconstitution des répartitions historiques actuelles des différentes espèces de poissons dans le Limousin. Et ça nous a amené finalement à beaucoup de surprises, puisqu'on a retrouvé une bonne somme de données historiques assez anciennes qui nous ont amené sur des pistes spécifiques en matière de connaissances. Et cette objectivation, on s'est aperçu assez rapidement qu'elle était finalement relativement difficile. Pourquoi ? Parce qu'avant les années 70, il y a très très peu de données scientifiques.
les premières pêches électriques qu'on retrouve sur le territoire datent des années 60, en fait, hein, finalement, je crois. Les plus anciennes, c'est aux alentours de 59. 59. Voilà. Donc, et il y a très peu de données, donc pas forcément beaucoup de représentativité dans les données. Et puis, il faut toujours se souvenir que le premier atlas de la pollution des eaux date de 1963. C'était Louis Coin qui avait fait ça. Et à la suite, quelques années plus tard, il y a eu l'inventaire national de la pollution en 1971. Donc, les données objectives, finalement, elles n'ont pas une durée, une antériorité si grande que ça. Le second constat qu'on a fait en travaillant sur ces données, c'était qu'il y avait une unanimité sur le déclin des poissons et le dépeuplement des eaux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve et c'est une constante quasi infaillible, en fait, partout. Donc là, vous voyez, extrait du Conseil général de la Creuse, 1863, le saumon et la truite deviennent de plus en plus rares dans nos cours d'eau, commencent à pondre les derniers jours de septembre, etc. On retrouve ça aussi, là c'est sur une autre zone géographique, mais on retrouve les mêmes informations sur la disparition du saumon en Bretagne. Voilà, l'intérêt de la conservation du poisson, c'est qu'il diminue dans des proportions telles qu'il serait facile de calculer l'époque où nos cours d'eau, autrefois si riches, seront entièrement épuisés. Donc on voit que depuis plus d'une centaine d'années, en fait, la croyance globale est tournée autour d'un dépeuplement des eaux. Et quand on regarde encore plus vieux, donc d'autres éléments qu'on a pu retrouver, qui ne concernent pas forcément que le Limousin non plus, mais voilà l'ordonnance inédite de Philippe le Bel, 1293. Alors c'est en vieux français, c'est pas forcément évident à lire, mais en gros, toutes les rivières, grandes et petites de notre royaume, par la malice tant du commun des pêcheurs que des sergents et des gardes des rivières, ont esté et sont encore comme sans fruits parce qu'ils ont été empêchés les poissons de se reproduire, etc. Donc on voit que cette croyance dans l'idée que les stocks qui diminuent, elle est vraiment très 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 ancienne. Et donc finalement, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir analyser le présent finalement en regard de ce passé. Le troisième constat, c'est que dès qu'on est dans le monde de la pêche, hein, c'est un peu un monde de passion. Moi qui viens de la région stéphanoise, hein, c'est souvent écrit cette information-là. Depuis 15 ans, la passion fait de nous un peuple sans raison. Et force est de constater que parfois dans la pêche, on retrouve un peu la même chose. La passion fait que c'est parfois difficile de prendre du recul sur un centre de données. Et donc, ça laisse aussi une part relativement importante aux croyances, d'autant plus pour les poissons qui ne sont pas forcément visibles facilement. Il faut vraiment pouvoir expérimenter par la pêche pour pouvoir les voir. Et donc, l'idée d'une diminution des stocks, elle est culturelle. Elle prend sa source il y a quand même très longtemps. Ça nous a amené à réfléchir à ce qu'on a appelé finalement des trajectoires. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à s'intéresser après au programme de restauration des cours d'eau, il va falloir savoir quelle est notre situation actuelle, le diagnostic, qui va constituer notre point de départ en fait, et puis l'objectif visé. Finalement, notre objectif visé, ça va être notre état de référence. Et cet état de référence, le plus souvent, en fait, on l'imagine comme étant lié au passé, dans un passé, on va en reparler après, mais qui est souvent vu comme de manière un petit peu mythique. Et donc, du coup, il faudrait retourner dans un passé qui, peut-être, n'a pas forcément toujours existé. Et donc, du coup, il y a bien une question de trajectoire dans laquelle les conceptions qu'on a ont une importance. Il y a beaucoup de débats quand on s'y penche un petit peu sur l'écart entre l'intégrité écologique, par exemple, et la bonne santé des milieux naturels. Parce que dans l'un, ça veut dire qu'on va essayer de retrouver des milieux, entre guillemets, intacts, alors que dans l'autre, on va favoriser une bonne santé qui sera plus peut-être fonctionnelle, avec des gens, une émission très intéressante, hein, la méthode scientifique sur France Culture, où on retrouve des gens qui nous expliquent que finalement on peut très bien vivre, par exemple avec une jambe en moins, et donc du coup être en bonne santé malgré tout. Et donc ça veut dire que l'objectif et l'ambition en termes de restauration des milieux ne sont pas les mêmes en fonction de cet objectif final recherché. L'autre difficulté qui est liée en fait à la définition de ces références, c'est que quand on creuse un petit peu la question, on s'aperçoit que ces références, très souvent, elles sont glissantes et que du coup, il devient difficile de fixer des objectifs. Donc le concept de référence glissante, hein, a été exprimé par Pauly en 1995. Donc c'est ce qu'il a appelé le Shifting Baseline Syndrome, qui correspond à une acceptation progressive de la dégradation environnementale sous l'effet des références qui s'adaptent à chaque génération. Et là, pour revenir à nos travaux sur le Limousin, on a pu constater effectivement tout à fait ce genre de phénomène. Et là, c'est Peter Kahn qui dit que nous détruisons la nature, mais nous ne prenons jamais pleinement conscience de l'ampleur des dégâts parce que nous nous référons à une nature que nous avons connue lorsque nous étions enfants. Et donc là, ça pose la question effectivement de cette référence qui est très souvent recherchée dans le passé. Donc si on prend le cas de l'anguille, par exemple, vous voyez ici que l'anguille
dans sa répartition historique. Partout c'est noir, on n'a retrouvé aucune trace de sa présence, et partout c'est violet, c'est qu'on a retrouvé dans les vieux écrits, dans les vieux documents qui vont jusqu'au début du XXe, on va dire, des traces de présence. Et sur la carte de droite, la situation entre guillemets actuelle, c'est-à-dire en gros depuis la fin des années 90, voilà, là où elle est présente, c'est partout, c'est bleu. Là où elle est probablement présente, c'est là où c'est vert, c'est-à-dire qu'il y a quelques données parfois erratiques, mais qui ne sont pas confirmées par d'autres données, donc il reste une incertitude. Et partout, c'est rouge, c'est là où elle est absente. Ou en tout cas, on ne retrouve plus de traces dans aucune donnée d'inventaire. Donc on voit que la répartition de l'anguille, finalement, elle a largement diminué, à peu près 80% d'aires de répartition en moins sur le Limousin, avec des politiques publiques qui s'expriment dès 1890. Et quand on fait le parallèle entre finalement le syndrome des références glissantes et puis l'anguille, on retrouve exactement ça dans les vieux documents. C'est-à-dire que pour la génération N, en fait, qui a commencé à voir la disparition de l'anguille, cette disparition était anormale. Et donc là, on a une mobilisation des gens qui s'expriment auprès des élus, des institutionnels, pour dire que finalement la disparition de l'anguille n'est pas normale et qu'il faut faire quelque chose. Et donc on retrouve des traces de cette présence ancienne abondante dans un certain nombre de documents. Ici, voilà, que de péripéties. Un jour, les turbines ont été bloquées par les anguilles. Donc c'est dire s'il y en avait en fait, probablement, parce que ça, c'est le genre d'anecdote où ça sous-entend quand même qu'il y avait une quantité relativement importante. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'au fil du temps, dans les références historiques, on retrouve plus de traces de l'anguille en fait. Jusqu'à la fin des années 50, l'anguille disparaît un petit peu des discours, des messages, et donc on retrouve une autre trace après au début des années 60, où là on a un certain nombre de courriers, d'échanges dans lesquels la présence en fait de l'anguille est devenue anormale, et donc des gens qui se mobilisent pour sa destruction. Donc on voit bien que le regard qu'on porte sur l'espèce, il a une influence. Donc là, par exemple, c'est un extrait d'un compte-rendu de pêche électrique qui était fait par le CSP à l'époque. Voilà, à noter que les dirigeants de la PPI ont émis des désirs de détruire les anguilles sur la plus grande longueur possible de la rivière. Seuls les sujets de cette espèce ont été capturés. Donc là, 41 anguilles qui ont été détruites. Et donc on a tout un tas de données anciennes en fait qui attestent de cette politique de destruction dans lesquelles finalement tout le monde était impliqué. Et donc après, depuis le début des années 2000, on est passé sur autre chose, puisque la conception qu'on a de l'espèce a changé. Et donc, comme la conception de l'espèce qu'on a changé, on retrouve aussi des mesures de protection ici. Et donc, ça nous ramène à ce que dit Polly, finalement, c'est que chaque génération veut revenir à sa propre référence, qui est en gros celle de son enfance. Donc, plus le temps qui s'écoule passe, et moins on garde la capacité à mémoriser et à reprendre les références, entre guillemets, originelles. Donc les personnes qui se mobilisent sont toujours celles qui ont conscience d'une perte, celles qui considèrent que la situation est anormale. Finalement, elles vont se mobiliser pour revenir à ce qu'elles estiment être la normalité, même si cette normalité, on voit bien que dans le temps, pour l'anguille, elle peut être très variable. Et donc ça veut dire que le regard qu'on porte sur les espèces conditionne notre comportement. On voit sur les écrevisses exactement la même chose. Cette année, on a fait une enquête sur les populations d'écrevisses à pattes blanches. Et ce qu'on retrouve, c'est des gens qui témoignent en disant les écrevisses, ça faisait partie de la culture, c'était comme les champignons, un truc que tout le monde faisait du 15 au 30 août ou le week-end du 15 août. J'avais les balances de mon père, de mon grand-père, c'était ancestral. Et donc, du coup, en fait, ces gens, finalement, avec la disparition de l'espèce et l'interdiction aussi de sa pêche, en fait, on les déconnecte de la réalité de l'état des populations, et en fait, ces espèces-là cessent d'être une préoccupation pour les gens. Ça, c'est ce que dit Stepanov dans L'animal et la mort. Il est frappant de constater que les hirondelles ont d'abord disparu des conceptions du monde à la fin du 19e, avec l'oubli des anciennes mythologies, avant de s'effacer des campagnes à partir de la fin du 20e. Le silence des mythes précède le printemps silencieux décrit par Rachel Carson dans les années 60. On retrouve exactement la même chose sur d'autres écrits, comme ces témoignages sur le bassin de la Dordogne, où on ne retrouve pas de témoignage du saumon, et pour cause, il avait déjà disparu depuis 100 ans quand l'ouvrage a été fait, ou récemment dans des réunions, des élus qui nous disent mais vous dites qu'il y avait du saumon sur la Luzège, qui est un affluent de la Dordogne, c'est pas vrai en fait, probablement c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que en fait, la présence de cette espèce est totalement effacée des mémoires, et donc elle a cessé d'être une préoccupation. Pourtant, on a des traces de sa présence antérieure, on sait qu'il a disparu à peu près autour de 1911, et donc il a totalement cessé d'être un objectif sur cette zone.
Donc on voit qu'après cette démarche en fait, de conception, de regard qu'on a sur les espèces et d'action qu'on va mettre en place en fait, par rapport à une référence qu'on estime, elle va concerner toutes les espèces. Donc hier, l'anguille, le saumon, aujourd'hui les crevisses à pattes blanches, demain peut-être la truite et le chabot, puisqu'on voit que dans un certain nombre de cours d'eau, on a maintenant des données objectivées, ces espèces-là ne sont pas forcément dans une dynamique extrêmement positive. Donc les espèces disparaissent des rivières, ensuite des mémoires, et enfin des préoccupations, et donc après, in fine, aussi des plans de gestion. Là, ça va être à toi. Effectivement, pour faire la transition, on s'aperçoit, et ça a été la base du travail de recherche sur le travail d'Atlas qu'on a pu mener avec donc les 2 fédés de l'ancienne région Limousin et la Maison de l'Eau. L'idée, c'était vraiment parce que ces préoccupations dont parle Sébastien en réunion, on les a eues très fréquemment, en fait, quand on disait il y a du saumon sur la Luzège et que des élus ou même des habitants nous disaient non, mais c'est pas vrai, il n'y en a pas eu. Le premier des objectifs, c'était de trouver les preuves pour qu'on ne puisse pas réfuter ces affirmations-là. Donc le projet, il a commencé par une recherche intense, voire très intense, parce qu'il y a eu quand même plusieurs milliers de documents consultés. Finalement, on s'est confronté à quelque chose, c'est que finalement, quand quelque chose est abondant et assez commun dans son environnement, on n'a pas finalement d'intérêt ou d'intention à le citer dans toutes les choses du quotidien. Et donc, en fait, il a fallu aller vraiment chercher et creuser dans toutes les sources historiques dont on pouvait disposer, que ce soit la toponymie, l'héraldique aussi. Là, typiquement, vous voyez, il n'y a que 6 blasons avec des poissons en Limousin, alors qu'il y avait des poissons partout. Et que vous allez voir, c'était très important pour les populations locales. C'était tellement commun, en fait, qu'on n'en faisait pas un emblème. Et au final, on a eu une volonté aussi que ce travail soit pérenne dans le temps, en finalement référençant tous les documents trouvés en les sourçant, et donc ils sont disponibles sur le site de l'Atlas. Vous pouvez télécharger la base historique avec des liens ou des captures d'écran pour permettre à ceux qui veulent d'aller vérifier que ce qu'on a trouvé comme ressource, c'était pas une bêtise. J'aime bien cette citation qui dit que finalement, pour toutes les sciences, quelles qu'elles soient, il faut d'abord se pencher sur l'histoire pour arriver à maîtriser cette science. Et quand on a creusé finalement ces ressources bibliographiques, ce qui ressort en premier lieu, c'est une importance sociale, au-delà même de l'aspect environnemental, mais sociale et voire même vitale, des poissons pour les populations locales. Donc quelques exemples avec des délibérations de conseils départementaux ou des livres plus globaux à l'échelle française du 19e, du début du 20e siècle, et où on s'aperçoit que c'est vraiment, les poissons, c'était une ressource alimentaire pour nos territoires ruraux. Et donc, c'est vraiment le truc qui revient dans toutes les ressources historiques. C'est ça, c'est l'importance vitale pour nos populations. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le socle commun à tout ce qu'on a pu trouver, quel que soit le territoire, quelle que soit la période. Par contre, c'est vrai que la recherche historique est intéressante, mais il faut aussi quand même prendre quelques précautions, parce qu'il y a un contrôle aussi a posteriori qui est nécessaire. C'est-à-dire que dans les références, on a trouvé, par exemple, la présence d'esturgeons dans Limoges, ou de la dorade royale au cœur du plateau de Millevaches. Donc ça, c'est des informations ponctuelles qui sont liées à la conservation, au déplacement de poissons, à la conservation par le sel à l'époque, dans la Saumure, et qui étaient vendues sur les marchés. Il ne faut pas négliger les déplacements de poissons qui pouvaient être faits, y compris il y a très très longtemps. La carpe, c'est un très bon exemple, puisqu'il a été diffusé dans toute l'Europe par les ecclésiastiques, au travers du réseau des monastères, etc. Donc, faut pas négliger ça. Donc, il y a quand même un contrôle a posteriori. Donc, on essaye, comme un travail d'enquêteur, de croiser les informations historiques. À partir du moment où on avait 2 sources d'informations historiques plus une donnée biologique actuelle, on considérait que la présence était avérée la présence historique était avérée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir une tradition orale qui est parfois dévoyée. Donc Seb l'a expliqué, il y a une tradition de répétition de la diminution des stocks.
Une autre tradition qu'on rencontre d'ailleurs partout en France, hein. Il a parlé de la Bretagne, Sébastien, mais quand j'ai été amené à faire mes études en Bretagne, c'est des choses que j'ai entendues sur le saumon, vous en avez sans doute entendu parler aussi sur votre région, c'est qu'on donnait aux journaliers, donc aux fermiers, aux salariés agricoles, aux ouvriers agricoles, il y avait des clauses de ne pas leur donner plus de saumon, plus de 2 fois par semaine ou plus de 3 fois par semaine. Et en fait, ça, c'est quasiment un mythe. C'est-à-dire que dans toutes les milliers de documents d'archives qu'on a eu, des clauses de fermage, etc., en fait, ça se retrouve quasiment jamais. Et il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés là-dessus, qui ont démontré que ça se retrouvait quasiment jamais, mais ça prouve finalement l'importance sociale de ce poisson-là pour les populations locales, puisque ça a conduit à à perpétuer une tradition orale. Donc on en a parlé, hein, la réduction de l'abondance, ça s'est signalé depuis très longtemps sur le Limousin, depuis le 17e. Et puis après, des fois, il y a des bêtises un peu, hein, vous voyez, là, vous avez les cascades de Gimel à droite, plusieurs cascades qui font 150 mètres de haut. Et vous avez des auteurs qui vous disent que les truites, elles peuvent franchir les 150 mètres. Donc il faut aussi prendre souvent des pincettes et les contextualiser. Donc ça, c'est très important et c'est la difficulté du travail, c'est qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant. Ça, vous voyez, c'est un article de presse du Populaire du Centre, qui est le journal, presse quotidienne régionale Limousine, de quelqu'un sur le plateau de Millevaches qui m'a dit « Ah, mais moi, je vais t'expliquer qu'il y avait des truites sur la Vienne, parce que j'ai un vieil article, donc c'est un article que j'ai retrouvé au fin fond du plateau de Millevaches, derrière une porte de chauffe-eau, tout jauni, vous voyez, mais comme quoi ça peut arriver jusqu'à nous quand même. La transmission sociale. Et du coup, c'est le récit d'une partie de pêche en 1943. Et donc, assez étonnamment, la personne qui m'a transmis ça, finalement, c'était sa référence glissante, son état initial, puisqu'elle était née en 41. Donc, du coup, pour elle, cette histoire correspondait à son état fantasmé de l'état du milieu de la Vienne, c'est vers Émoutier, vers Ned. Et donc, en fait, hein, c'est assez romancé, c'est une partie de pêche d'il y a 80 ans, où on raconte que le pêcheur a pris 400 truites en 18 heures. C'est assez romancé, hein, il fait ça pour récupérer des cigarettes. Et du coup, c'est assez marrant parce que 400 truites en 18 heures sans s'arrêter, ça fait quand même une truite toutes les 2 minutes 40. Donc on se dit qu'il y a quand même une partie d'un petit peu de romance dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on commence à mettre de la science là-dessus en prenant les histogrammes de taille des populations de truites de la Vienne, on s'aperçoit que les 400 truites, hein, c'était toute taille comprise, bien évidemment. Hein. Et si en fait on lui avait mis une taille légale à l'époque à 18 cm, ce qui a été le cas dans les années 70-80 sur la Vienne, finalement l'article il s'appelait plus que le coup des 36 truites de Jojo. Et ainsi de suite, pour une taille à 20, le coup des 15 truites, et la taille légale actuelle de 23 cm, c'est le coup des 6 truites de Jojo. Et donc, en fait, on s'aperçoit que le ressenti de l'état du milieu n'est pas le même, alors que finalement, c'est exactement le même nombre de poissons. Et donc, au final, prendre 6 truites capturables actuellement en 18 heures, c'est quelque chose qui est tout à fait dans la normalité de la situation actuelle sur la Vienne. Donc voilà, donc le but, il faut faire attention, les données historiques sont toujours intéressantes, mais demandent un contrôle systématique et de se poser, de le rattacher toujours à de la biologie. Le cas du saumon, de l'anguille, des espèces les plus finalement gustatives à l'époque ou les plus nourrissantes, nous a permis de trouver une abondante littérature. Et ce qui est intéressant, c'est ce dont a parlé Sébastien, c'est qu'au final, les politiques publiques se sont emparées du sujet très très rapidement, c'est-à-dire à la fin du 19e, quand les premiers barrages ont été construits sur la Vienne, sur la Loire, sur la Dordogne, sur la Vézère. Et du coup, il y a une réaction des populations locales qui a dit mais nous on voit plus rien monter et puis en fait on n'a plus rien à manger, donc il faut que vous occupiez. Donc dès la fin du 19e, on a des conseils départementaux qui s'occupaient de la gestion des poissons à l'époque, ont été achetés. Vous voyez à droite là, le conseil départemental de la Creuse a voté un budget pour aller acheter des anguilles à Langon, donc à côté de Bordeaux, et pour les ramener sur le département de la Creuse pour pouvoir compenser la perte en fait d'anguilles sur le site. Donc ça, c'est très très intéressant parce que là, on est en pleine référence glissante. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a une mobilisation, il y a une réponse des politiques sur le sujet. Donc on l'a vu, hein, Seb l'a montré tout à l'heure, 80% de la répartition. Et ce qui est intéressant, c'est que si à l'époque,
le conseil départemental, conseil général à l'époque, hein, s'est mobilisé sur le sujet, c'est bien parce qu'il y avait une demande sociale et que les populations ont demandé une action en fait publique. Et là, actuellement, vous voyez, on est à 80% de la répartition. Il n'y a absolument aucune politique publique sur ça, hormis les associations migrateurs et un petit peu les services de l'État. Mais sinon, alors, on a un peu poussé le bouchon, mais on dit à peu près tout le monde s'en fiche en Limousin. Finalement, on a une espèce qui a perdu 80% de son répartition. Et il n'y a pas vraiment de volonté de nos populations, puisque, en fait, pour elles, l'absence d'anguilles dans toute la zone rouge, là, elle est devenue normale et pas du tout une absence anthropique. Sur le saumon, on a à peu près la même chose, c'est encore pire. C'est 90% de l'aire de répartition. Et là, pour le coup aussi, à peu près tout le monde s'en fiche en Limousin, hein, toujours pour les mêmes raisons. Alors, un cas qui est plus simple et qui va nous permettre de faire la transition sur les diagnostics avec Sébastien, c'est la truite et le verron. Donc, vous voyez à gauche, hein, c'est les deux espèces sur nos territoires de tête de bassin qui colonisaient 100% du territoire. Les espèces emblématiques, voilà, des petits ruisseaux, des petites rivières. Elles étaient présentes quasiment partout, donc à l'état originel. Et quand on regarde actuellement, vous voyez que la carte bleue, la zone bleue, c'est sa zone de colonisation actuelle. Il y a quelques zones rouges, notamment sur la truite et aussi un petit peu sur le verron. Mais finalement, on a assez peu de variations de répartition de l'espèce entre la partie historique et la partie actuelle. Et donc en fait, ça c'est intéressant parce que finalement, si on s'intéresse que à la seule présence-absence, alors quand vraiment l'espèce va très mal et les migrateurs, c'est vraiment un reflet là-dessus, bah, ça se voit tout de suite. Mais parfois, ici, si on s'arrête à ce diagnostic-là, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'en fait, la situation, elle est extrêmement hétérogène. Parmi ces zones bleues, il y a des micro-bassins versants. Donc on ne s'est pas étendu sur la méthodologie de cartographie, mais il y avait des critères, bien sûr. Et donc il y a des cas, des petits bassins versants dans les bassins bleus où l'espèce a pu disparaître ponctuellement. Et ça, nos collègues de la Fédé Haute-Vienne l'ont bien montré, je vais en parler tout à l'heure. Et on rentre tout de suite en fait dans la notion de densité, c'est-à-dire finalement en information géographique, un poisson ou 1000 poissons sur notre cartographie, elle va se représenter de la même manière. Et donc aller se pencher sur les densités, c'est essentiel. Et en fait, on voit que quand on commence à se pencher sur ces densités, finalement, sur tout le bassin versant, sur des milliers de kilomètres de cours d'eau, on n'a que 6% de nos bassins versants où l'espèce est conforme, c'est-à-dire où elle arrive à assurer pleinement son cycle biologique. Voilà. Donc du coup, ce qui est important, c'est qu'il faut aller au-delà de l'information qualitative, il faut aller dans le quantitatif, parce que, alors vous avez l'exemple, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais du coup, là, c'est pour le cas de la truite. Voilà, vous avez une densité en truite, c'est 5000 individus hectares. C'est le seuil du très bon état d'une population. Donc ça, c'est pas nous qui l'inventons. C'est sur des données scientifiques qui sont parfois assez anciennes. Donc vous avez 0 hectare avec l'espèce disparue. Bon, en fait, en Limousin, on devrait avoir quasiment aller sur 90% du réseau hydrographique. On devrait avoir passé 5000 hectares. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la densité moyenne que vous avez ici, elle est à 1346. Michael de la Corrèze, mais c'est relativement similaire. Et par contre, vous avez ici le bassin de la Vienne. On est à 4000 hectares, donc on n'est encore pas... Voilà, mais c'est excellent, c'est-à-dire c'est une bonne moyenne. En fait, la population vit très bien et est en bon état. Et donc le bassin de la Vienne fait par exemple partie de ces rares bassins versants où l'espèce fonctionne encore très bien. Et donc finalement, le fait d'utiliser ces données quantitatives, vous voyez, on arrive à estimer le niveau de dégradation du milieu qui est ça, c'est-à-dire il nous manque ça pour arriver à avoir une population fonctionnelle. Ça veut dire aussi qu'utiliser les bons outils, c'est aussi révéler l'ampleur du problème. Alors on en a parlé la dernière fois pour ceux qui étaient présents à Mosa sur l'indice Poisson-Rivière, mais voilà, c'est un indice euro qu'on utilise, qui a été créé par les Français, qui est utilisé dans le cadre de la DCE, et qui se sert très majoritairement de l'information qualitative de présence-absence, voire un petit peu de semi-quantitatif. Mais en fait, on voit rien, parce que cet outil-là, il n'a pas été créé pour ça, et donc forcément, il révèle rien. Et donc le problème, si on n'utilise pas les bons outils, on masque le problème. C'est un peu de la même manière quand vous faites un diagnostic chez votre médecin. S'il ne vous fait pas faire la bonne analyse de sang, vous ne risquez pas de trouver votre pathologie. Donc l'outil quantitatif, il permet de faire ça. Vous avez vu tout à l'heure que globalement, en Haute-Vienne, donc là c'est nos collègues de Haute-Vienne,
En Haute-Vienne, globalement, tout était plus ou moins en bleu, c'est-à-dire l'espèce était encore présente à peu près partout. Mais quand on regarde les variations, hein, donc plus on est sur du rouge, plus le déclin est fort, et plus on est sur du vert, les populations sont stables, hein, sur une trentaine d'années, ben, on voit en fait que la majeure partie des bassins versants, on a des populations qui sont en déclin. Et ça, on peut le voir grâce à la donnée quantitative, c'est-à-dire à la capacité à dire il y a X% de moins d'individus de l'espèce concernée. Donc voilà, ça c'était l'exemple voilà, des 2 poissons emblématiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à s'intéresser à d'autres espèces et à commencer à regarder leur statut scientifique et leur statut administratif, eh ben, on s'aperçoit qu'on peut avoir des incohérences et qui nous amènent à nous poser des questions. Alors on a pris l'exemple ici de la perche-soleil et de la bouvière. Ces 2 espèces-là, vous voyez ici, hein, historiquement, ces 2 espèces qui sont complètement absentes naturellement de nos bassins versants limousins, elles sont complètement étrangères. Donc scientifiquement, c'est des espèces qui sont alloctones, hein, qui n'ont rien à faire en Limousin, qui sont désormais présentes. Vous voyez, alors la perche-soleil qui s'est étendue à la faveur du développement du nombre d'étangs, hein, à la fin du 20e, et la bouvière, là aussi, de proche en proche, voire à la faveur de déversements d'étangs ou de pêcheurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 2 espèces, on a une réponse réglementaire qui est complètement différente, c'est-à-dire que là, vous avez une espèce exotique envahissante, la perche-soleil, avec une destruction obligatoire, et là, vous avez la bouvière qui est classée à l'annexe 2 de la directive Habitat, avec une protection obligatoire d'une espèce qui, dans son aire de répartition originelle, connaît des problèmes. Vous savez peut-être, mais la bouvière, c'est un cycle un peu particulier, puisqu'elle utilise un hôte, un mollusque pour sa reproduction, dans son cycle biologique. Et du coup, dans son aire de répartition originale, elle peut connaître des problèmes. Mais du coup, c'est vrai que du coup, on conduit à avoir 2 cas avec des réponses quasiment antagonistes pour un même statut scientifique. Et donc, si on va même plus loin, on peut, au-delà de la perche et de la bouvière, on peut ajouter 2 autres espèces qui sont l'amour blanc et le cendre, qui sont aussi alloctones du Limousin. Alors, le cendre plutôt d'Europe de l'Est, hein, et puis l'amour blanc plutôt d'Asie. Et en fait, on voit que les 4 réponses réglementaires sont complètement discordantes pour un même statut scientifique. Donc on voit que finalement, notre réglementation actuelle ne répond pas du tout aux enjeux globaux, puisque on est dans un état plutôt centralisé, jacobin, et donc on cherche à essayer d'homogénéiser la totalité des choses, mais en environnement, concrètement, on voit que chaque cas est particulier et c'est difficile d'appliquer une règle générale à tous nos milieux qui sont par nature très variables. Et après, du coup, on en vient tout de suite à finalement, ça c'est des questions qu'on a été amené à se poser, nous concrètement, quand on trouve de la bouvière sur un site, c'est finalement, qu'est-ce que c'est la naturalité de cette rivière-là? Est-ce que la bouvière, en fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est tout un peu le cheminement de notre pensée, nous, au travers de notre expérience professionnelle, c'est de se dire, finalement, on échantillonne la bouvière sur un cours d'eau, qu'est-ce qu'elle représente, etc. Donc après, il y a 2 façons de voir les choses, hein. C'est-à-dire soit on parle de naturalité, qui pour nous n'a pas finalement de sens, voire pas du tout, parce que la naturalité, hein, vous avez la définition ici, avec un ouvrage vraiment très intéressant à lire de 2018 qui est passionnant. En fait, est-ce que ça a du sens de parler de naturalité sur un territoire? Alors, on est peut-être sur un territoire particulier, hein, mais vous voyez ici, hop, ça c'est en Haute-Corrèze, hein, vous avez ces 2 photos là, il y a une centaine d'années qui les séparent. On est passé d'un taux de boisement de 5% à un taux de boisement de 70% en 100 ans. Et ici, vous avez un joli milieu qui est complètement artificiel, qui est une retenue de barrage, pareil, en plein milieu du plateau de Millevaches. Donc au final, est-ce que les espèces qui vivent là-dedans ne sont pas naturelles? Ce serait complètement aberrant de le dire. Et finalement, la mutation de ces espaces-là a conduit à avoir une autre naturalité, entre guillemets. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à différencier, c'est que finalement c'est la question de référence dont parlait Seb, qui est importante. Et la naturalité, utiliser ce terme-là, c'est faussé, parce que finalement c'est une construction qui est complètement idéalisée, la naturalité. Donc un exemple voilà, de ce qu'on peut considérer comme la naturalité sur un exemple très concret, hein, d'un cours d'eau qu'on a été amené à diagnostiquer pour
pour une étude en particulier pour des travaux piscicoles de restauration. On a la chance d'avoir des données historiques avec une monographie qui date de la fin du 19e, où toutes les espèces sélectives sont citées, c'est-à-dire, voilà, vous avez les 8 espèces présentes dans le cours d'eau, qui sont l'écrevisse patte blanche, le chabot, la truite, le verron, la loche, le goujon, le saumon atlantique et l'anguille. Et donc, on a des anciennes données de 1967 où on voit assez logiquement la disparition des amphihalins. Donc déjà, on a perdu 2 espèces sur 8, on n'est plus qu'à 6 espèces. Et puis en 1986, on a d'autres données, la patte blanche qui disparaît, voilà. L'anguille et le saumon qui sont toujours disparus et qui le sont encore actuellement, hein. Et l'apparition de nouvelles espèces qui sont des espèces d'étangs à la faveur du développement des étangs sur le bassin. Il y a plus de 200 étangs là, sur ce bassin versant-là qui ont été construits quasiment en 20 ans. Et donc finalement, on a 2 espèces qui disparaissent, une troisième qui disparaît, mais finalement, comme on en a 3 nouvelles qui arrivent, ben, on s'aperçoit qu'on a le même nombre d'espèces que le nombre d'espèces originelles. Et si on pousse encore plus loin au début des années 2010, ben, il y a encore d'autres espèces qui apparaissent avec une nouvelle espèce d'écrevisse alloctone, du pseudorasboral, goujon asiatique et encore d'autres espèces d'étangs. Donc finalement, on a 50% d'espèces en plus, donc ce qui pourrait tendre à dire que finalement la biodiversité s'est améliorée sur la rivière. Mais en fait, on a 3 espèces autochtones qui disparaissent et les 3 espèces les plus exigeantes. Et là, je vous présente que la présence-absence, mais le chabot, il est en train lui aussi de disparaître avec des pertes en abondance de l'ordre de 90-95%. Donc c'est un cas atypique, ce cas-là, avec un glissement typologique, c'est-à-dire les espèces de l'aval qui remontent. Là, on est dans une cause principalement de température liée aux étangs, avec une diminution des espèces de têtes de bassin qui sont toujours pollusensibles. Donc ça, Seb va en parler, mais c'est typiquement ce qu'on peut observer sur d'autres cortèges, sur les oiseaux, etc. C'est la banalisation complètement. Et il fera une jolie conférence au mois de janvier, c'est ça, qui parlera spécifiquement de ça. Mais c'est typiquement ce qu'on observe à peu près partout. Donc du coup, le mot biodiversité, il faut tous aussi qu'on arrive à le questionner, hein, parce que c'est pas un concept scientifique, hein, la biodiversité. Alors c'est un mot qui est très pratique pour le grand public et pour les médias, mais cette diversité, elle a de sens que contextualisée. C'est normal que des milieux soient naturellement pauvres en espèces. Il nous viendrait, même au grand public, aucunement à l'idée d'avoir une diversité biologique pharaonique sur la banquise, et à l'inverse, avoir 1 ou 2 espèces en forêt amazonienne. Donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas plus d'espèces. C'est-à-dire, plus d'espèces, c'est pas toujours bien, en fait. Ça révèle une dégradation du milieu. Mais ce qu'il faut, c'est garantir à chacune un milieu en adéquation avec ses exigences pour qu'elles arrivent à se développer. Et ça, c'est fondamental, notamment parce que si ça, on ne prend pas ces concepts-là à la base, eh bien, finalement, on va se tromper dans les diagnostics et dans les politiques publiques qu'on va initier. Ça nous amène à parler un petit peu des aspects historiques et diagnostiques, en prenant le cas du chabot, par exemple. On a pris 2 exemples de données de pêche sur lesquelles on a par exemple la Vienne au Pont Lagorce en 2014. Donc on a de la truite en abondance moyenne, du verron en abondance très faible et de la loche qui est en présence anecdotique. Donc là on est sur des pêches de l'urie quantitatives, hein, comme l'a évoqué Stéphane tout à l'heure. Et dès qu'on va vers la recherche d'un peuplement de référence, alors on aime bien travailler avec les références de la biotypologie, hein, pour ceux qui connaissent, on voit qu'ici on est finalement pas très éloigné des références, même si on est un petit peu en dessous, on est quand même relativement proche. Si on prend un autre cas qui est celui de la Saint-Bonnette, par exemple, au parcours de glaciation, une pêche qui date un petit peu, mais qui est intéressante, là on a de la truite en abondance faible et on n'a ni verron ni chabot. Mais par contre, dès qu'on retrouve la référence, on s'aperçoit que le chabot fait état d'un fort déficit et le verron d'un déficit relativement moyen. Alors, comment est-ce qu'on a vu ça? C'est qu'en travaillant sur les données historiques, justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, on s'est aperçu que le chabot était absent de toute la zone ici en noir et les traits ici représentent les principales failles géologiques au-dessus desquelles on a en général des cascades naturelles infranchissables, donc qui ont été pour certaines créées à l'ère primaire et d'autres plus tardivement. Mais partout où on retrouve ces grandes failles avec ces zones infranchissables, on a une absence totale de chabot
au-dessus. Là, ici, on est sur le plateau de Millevaches, donc un secteur qui est relativement frais, mais on voit que voilà, sur les têtes de la Trizoune, de la Creuse, par exemple, c'est pas forcément la température qui va être un facteur limitant ici pour l'espèce, hein, parce qu'on est à peu près sur la même altitude à peu près partout, mais l'absence ici, finalement, dessine bien finalement cette répartition en fonction des failles géologiques. Et donc, le diagnostic qu'on va avoir pour notre cours d'eau sera pas du tout le même selon qu'on sera ici avec une absence naturelle de chabot ou ici avec une absence finalement qui est liée à un impact anthropique, sur lequel on va pouvoir après faire des recherches pour essayer de creuser d'où viennent finalement les problèmes. Donc là, c'est aussi l'occasion de se rappeler un peu ce que disait Verneau en 73, hein, que la résistance des espèces aux pollutions apparaît comme une réaction de survie, expression des phénomènes d'adaptation préludant à la disparition. Et on peut considérer que ce sont les absences et non les présences qui sont indicatrices d'un degré donné de pollution. Et donc, ce qu'il exprime, hein, c'est bien que ici, c'est l'absence de chabot qui nous informe, plus que la présence d'une espèce réputée sensible, puisque finalement, certaines espèces sensibles arrivent parfois à survivre à certaines conditions qui leur sont pas forcément très favorables. Et puis après, se pose toujours la question de savoir aussi sensible à quoi, en fait, parce qu'elles peuvent être toutes sensibles à des choses différentes. Donc, pour reprendre un peu cette notion de trajectoire, hein, on a repris ici l'exemple du Vianon, qui est un petit affluent de la Luzège, qui lui-même est un affluent de la Dordogne. Vous voyez qu'en retraçant les données historiques, alors les fluctuations, bien sûr, on les a pas dans les années jusqu'aux années 60. Là, c'est une représentation un peu imagée pour montrer qu'il y a toujours eu des fluctuations interannuelles. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un individu qui a été retrouvé en 2006 sur la Luzège, donc sur le cours principal, mais par contre, sur le bassin du Vianon, à partir des années 80, on ne trouve plus aucune trace, donc on peut considérer probablement qu'à partir de ce moment-là, elle a disparu. Bon, les premiers barrages ayant été implantés ici sur ce secteur dans les années 40-50, c'est à peu près logique en fonction de la durée de présence de l'espèce en rivière. Le saumon, lui, il a disparu en 1911, hein, puisque probablement qu'il était un peu limite déjà pour ce cours d'eau-là, qui n'est pas forcément un cours d'eau très petit, mais en tout cas, il a disparu de l'autre partie du bassin un peu plus tôt. Et puis, si on prend les crevisses à pattes blanches, par exemple, là, la dernière donnée qu'on a retrouvée, c'est 84. Puis après, on n'a plus aucune donnée. Pourtant, là, c'est un bassin sur lequel on a pas mal de pêches électriques, pas mal de pêches d'inventaire qui ont été faites depuis les années 70. Et donc là, on a depuis 84 plus aucune information sur la pied blanc. Donc on pense qu'elle a disparu. Et ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, le chabot, lui, il est sur une trajectoire un peu différente, puisqu'on a des fluctuations assez fortes ici, et à partir de 2019, une forte baisse, donc avec une petite remontée sur 2021. 2022, mais par contre une forte baisse qui s'exprime sur la totalité des sites qui sont suivis sur ce bassin versant. Et donc là, quand on arrive à une espèce qui a disparu de l'ensemble, d'un sous-bassin entier et qui a été fortement affaibli à moins 80%, on va dire, sur l'ensemble du bassin, c'est qu'il se passe quand même quelque chose qui fait que la trajectoire, elle n'est pas positive. Et donc après, se rappelle à nous la question effectivement des références et de savoir vers quoi on veut aller. Donc la réalité de la diversité sur ce bassin, c'est une diversité naturellement faible, mais dans laquelle on a déjà 3 espèces qui ont disparu. Et c'est ce que Partel avait appelé la notion de dark diversité, la diversité sombre, en disant que cette diversité sombre, dans les plans de gestion, elle doit inclure aussi des espèces qui devraient être présentes, mais qui ne le sont pas pour des raisons X ou Y, parce qu'elles peuvent traduire elles-mêmes finalement des dégradations de milieux. Donc il a produit un indice qu'il appelle l'indice de complétude des communautés, qui est pas inintéressant à étudier en tout cas sur ces aspects aussi de diversité. Et forcément, on se pose ici la question de savoir est-ce qu'on doit laisser la référence glisser encore pour le chabot en se disant la dynamique est négative et donc à la limite tant pis pour lui, ou alors est-ce que on doit lutter contre le probable qui est le probable étant sa disparition. Ça, c'est après des questions qu'il faut qu'on se pose si on veut savoir essayer de définir des modes de préservation et de protection des milieux, de restauration des milieux qui soient cohérents. Donc la connaissance du passé permet de savoir d'où on est parti et de réfléchir à l'endroit où on veut aller. Donc pour aller assez rapidement, parce que le temps passe vite, on avait repris un petit exemple, celui du goujon aussi. Hein. Là c'est pareil, on a beaucoup entendu ça. Le goujon en vent, il y en avait beaucoup. Maintenant, il n'y en a plus. Ça, c'est signe de bonne qualité. En fait, ce qu'on voit, hein, c'est que le goujon, pareil, sur les travaux de Verneau, le chabot est un indice de résistance à la dégradation des cours d'eau de 5,5 sur 10.
Je passe rapidement du coup sur son caractère qui est très eurytherme, donc il aime les températures très variables finalement. Et si on prend un petit cours d'eau qui est dans 87, sur lequel il fait partie de la zone d'absence historique. Alors, il y a bien sûr, hein, comme l'a dit Stéphane, il faut toujours prendre des précautions. Il y a des éléments, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément retrouvé de traces que ça veut dire qu'il est absent, mais en tout cas, c'est la démarche qu'on a suivie aussi, d'essayer d'avoir des informations de présence confirmées. En fait, on voit qu'aujourd'hui, quand on fait l'inventaire de ces populations, la truite a disparu, la lamproie a disparu, la vandoise probablement présente a disparu. Par contre, le goujon qui était naturellement absent, est très présent, et le chevesne qui était lui aussi naturellement absent, est l'espèce dominante. On a les deux espèces dominantes qui sont là, et puis avec la même problématique, hein, qui concerne un peu tout le Limousin, c'est que là on a un étang tous les 690 mètres sur le bassin versant de l'Exette, dans laquelle se trouve ce cours d'eau. Donc, on voit qu'entre la répartition historique du goujon qui est là et la répartition actuelle, c'est une espèce qui est quand même sur une dynamique qui est très positive, alors que, là encore, l'aspect croyance populaire témoigne plutôt d'un affaiblissement. Et puis, je vais finir sur ce cas-là, qui est celui du brochet. On voit que quand on regarde la répartition historique du brochet en Limousin, il était a priori plutôt cantonné aux grands cours d'eau des parties aval, hein, sur la Creuse, la Gartempe, la Vienne, la Vézère ou la Dordogne, qui correspondaient à ces zones de présence historique. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, partout c'est vert, c'est des zones où il est en progression, et partout c'est rouge, c'est des zones de régression. Donc, les zones de régression correspondent finalement à ces zones historiques, alors que, à la faveur du réchauffement des eaux lié à l'aménagement du territoire, on va dire, finalement, l'espèce est en pleine progression. Et pourtant, quand on a travaillé sur la liste rouge régionale aussi ensemble, c'est une espèce, quand on suit la méthodologie, qui est classée vulnérable. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité, elle n'est évaluée que par rapport aux zones de présence historique. Donc là, plutôt les grands cours d'eau. Ces grands cours d'eau-là ont été très artificialisés finalement au niveau des débits. Et donc du coup, sur ces cours d'eau-là, l'espèce est en forte réduction. Mais par contre, ça n'empêche pas que la dynamique globale, elle soit un peu plus favorable, et que l'espèce bénéficie d'un statut de menace qui est quand même relativement inquiétant. Mais pour autant, ça veut dire qu'en termes de pédagogie, il y a beaucoup à faire, parce que très souvent, on a l'impression que ça veut dire qu'il est menacé partout, et non, ce n'est pas forcément le cas. Ça veut dire qu'il faut travailler sur les zones aussi de présence historique, et pas forcément sur l'ensemble du territoire. Et on arrive à la conclusion. Oui, il doit me rester 1 minute. Ouais, à peu près. Moins 1 minute, s'il te reste. Moins 1 minute. Je finis vite. En conclusion, hein, vous avez compris un peu l'esprit de notre travail là, d'Atlas. C'est d'essayer d'objectiver au maximum les choses, hein, pour surtout mieux piloter l'action in fine, hein, pour arrêter, parce que c'est des choses qu'on a vues également, des actions de ce qu'on appelle restauration écologique, qui n'étaient pas pertinentes parce qu'on se trompait d'objectif. Hein. Un cas du chabot, hein, mais vous avez des sites Natura 2000 où on met le chabot dedans parce que ça fait partie des espèces Natura, alors qu'en fait il est naturellement absent. Donc on met des actions pour le DOCOB sur le chabot alors que l'espèce n'est pas présente. Ces données historiques-là, hein, c'est quand même une base fondamentale d'éclairage du présent et du futur. Voilà. Et malheureusement, il y a toujours des lacunes, on n'en a pas parlé, on s'est concentré sur un peu les principales conclusions de notre travail, mais effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Mais ce qui est important, voilà, c'est d'avoir objectivé au maximum pour éviter de rester sur une vision passée qui nous fasse nous tromper pour les choix futurs. Parce que là, vous avez bien vu, hein, vous avez présenté des cas qui montrent l'état de dégradation de nos environnements, que tout le monde, tous ceux qui sont en ligne doivent observer malheureusement. Et il va falloir mettre l'argent là où on est le plus efficace. Voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est de rappeler que, bon, finalement, sur les méthodes de travail, mais aussi pour les milieux, promouvoir une culture de l'exigence, on essaye de faire ça au quotidien, parce que ça nous permet de progresser, et justement, tout le travail de recherche historique, finalement, on a mis un niveau d'exigence assez élevé, mais ça nous a permis, derrière, de nous faciliter la vie dans le travail de diagnostic. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler. Et la dernière des choses, hein, c'est une question un peu existentielle, hein, mais c'est est-ce qu'on doit finalement s'adapter aux espèces exigeantes ou accepter qu'elles disparaissent? Ça, c'est le fondement de nos problèmes. Et donc, il faut qu'on lève tous quand même ce problème de naturalité, le considérer comme un gradient dynamique et pas comme quelque chose de très figé.
Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on fait actuellement. Considérer les espaces anthropiques comme des espaces naturels, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que tout se vaut. Hein. On a eu des présentations dans l'année avec des gens qui nous disent que une touffe d'herbe sur du goudron, c'est de la biodiversité. Oui, effectivement, une touffe d'herbe sur le goudron, c'est de la biodiversité, mais c'est pas pour ça que ça vaut une prairie naturelle qui est là depuis je sais pas combien de temps en termes de diversité. Et donc après, hein, si on veut arriver tous à restaurer, que ce soit nos milieux aquatiques, mais aussi notre environnement, il faudra quand même qu'on arrive à mieux hiérarchiser, parce qu'actuellement, le Code de l'environnement fait mal, c'est-à-dire qu'il considère que ça s'applique partout globalement de la même façon, pour rendre un peu les milieux bien plus résilients, alors notamment face aux perturbations qu'on a eues là depuis 80, une centaine d'années, et puis aussi face aux changements qui s'amènent et qui ne va pas nous faciliter les choses dans la dynamique de nos milieux. Voilà, je suis arrivé au bout. On vous remercie pour votre attention et puis on remercie Lara, évidemment, de nous avoir permis de vous présenter ces exemples-là et puis on est prêt à répondre à vos questions. Ben, merci beaucoup, hein, Stéphane et Sébastien. C'était très intéressant, super riche cette nouvelle vision, cette autre vision des choses. On a quelques questions dans le chat, mais je vais inviter, si elle le veut bien, Déborah Abervé, si elle veut bien poser sa question directe. Oui, bonjour. Je peux pas remettre ma caméra. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Je sais pas, ça dit que ça bloque. Oui, moi je suis pas du tout écologue, mais je travaille dans un bureau d'études qui fait de l'accompagnement aux politiques de restauration environnementale avec une approche en sciences humaines et je fais une thèse en sciences politiques où je regarde comment la référence au passé est utilisée notamment dans les projets de restauration écologique. Et du coup, voilà, ça m'intéressait vraiment ce que vous avez proposé. Et je me demandais, voilà, enfin, j'ai l'impression que c'est vous qui avez fait ces recherches historiques. Mais voilà, et du coup, est-ce que vous avez eu un appui ou est-ce que vous avez pu discuter avec des historiens et comment, voilà, vous avez confronté ou pas les données que vous avez trouvées dans les archives avec notamment ce que l'histoire environnementale a pu travailler. Peut-être répondre sur la partie recherche historique. On ne s'est pas du tout fait aider. On a fait ça complètement en autodidacte, avec parfois les services des archives départementales aussi. Là, j'exagère, ils nous ont aidés quand même. Ils nous ont orientés dans les recherches. Mais en fait, on a mobilisé toutes les sources potentielles, en fait. Donc, on a considéré que notre taux d'erreur, le fait qu'on multiplie les sources potentielles, a fait que sans doute notre taux d'erreur, on a réussi à l'amoindrir, même si ça avait été des historiens, ils auraient été beaucoup plus efficaces que nous. Après, c'est pas si simple. Je pense que ça mériterait un travail conjoint entre naturalistes et historiens, parce que finalement, la différence d'approche, elle n'est pas du tout, elle est pas du tout la même dans la recherche des archives potentielles. Mais on l'a fait tout seul, voilà, en consultant Gallica, en consultant les archives dans nos structures, parce qu'on avait énormément d'archivage dans nos structures. Et après, votre deuxième question, c'était pour confronter par rapport à l'aspect biologique. Alors déjà, on essayait de croiser les archives, les sources d'archives, c'est-à-dire on ne considérait pas qu'une seule présence était suffisante dans une archive pour considérer que la présence historique était valable. On l'a confronté soit avec d'autres archives et d'autres sources complètement différentes, donc là qui pouvaient confirmer les choses, soit sinon on le confrontait par rapport à l'aspect biologique. Donc c'est ce qu'on a dit sur l'exemple de l'esturgeon et de la dorade. Bon, on trouve deux espèces qui ont pour le coup plusieurs sources historiques qui confirment cette présence-là. En fait, c'était des recherches archéologiques sur des sites où ils ont fait de l'ostéochronologie. Là. Ils ont trouvé quelles espèces étaient présentes dans les fouilles. Bon, effectivement, les espèces étaient présentes là, mais après, voilà, il n'y avait pas de dorade sur le plateau de Millevaches. Et en fait, on s'aperçoit, en creusant la publication des archéologues, qu'à côté, ils ont trouvé des poteries, etc., et qu'ils disent que c'est de la conservation de. Donc, en fait, c'est systématique pour chaque source historique d'interroger ça. Après, je pense qu'on peut ajouter que voilà, faire un travail avec des historiens, ce serait une étape suivante. Là, l'idée, c'était
en fait, on est parti de pas grand-chose, pour pas dire Rien. voilà. Et donc, on a découvert les problèmes au fur et à mesure qui se posaient. Et donc ça nous a amené à finalement découvrir un autre monde, en fait, Mm. dans lequel, en fait, on voit bien que nous, on a nos compétences techniques, mais les compétences historiques, on n'est pas historien, effectivement. Mm. Le travail pluridisciplinaire, ce serait quand même une étape suivante, en fait, au projet. Ok, merci beaucoup. J'aurais plein d'autres questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Merci. Et Stéphane et Sébastien, est-ce que vous pouvez remettre un peu plus en haut votre caméra qu'on vous voit un peu plus? Merci beaucoup. Alexandre Manzanilla, est-ce que tu veux prendre la parole pour poser tes questions ou je les relais? Oui, je veux bien. Oui. Bonjour à Bonjour. tous. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Je vais mettre la caméra, ça sera le plus sympa peut-être, si ça marche. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, c'était pour savoir en fait un petit peu l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, parce que c'est un sacré travail de fond. Comment c'est relayé, enfin comment après vous l'utilisez. Enfin, voilà, c'est quand même une approche voilà, très détaillée. Puis maintenant, comment sur la synthèse vous allez peut-être au contact des gémapiens, de ceux qui font de la restauration, pour essayer d'infléchir ou d'éviter des mauvaises pratiques, en tout cas qui se font peut-être par méconnaissance ou en tout cas peut-être par des méthodes qui restent perfectibles toujours. Oui, effectivement, après, on n'a pas la prétention de détenir les solutions pour restaurer entièrement les milieux naturels, hein. Mais l'idée, c'était effectivement de partager ce travail et puis de le porter à connaissance des différents acteurs. Donc, c'est vrai que quand on a finalisé l'atlas, il y a eu le document écrit, en fait, qui est présenté sous forme de livre, et puis après le site dans lequel on a mis toutes les infos à disposition, et puis on a fait aussi une série de présentations avec les services GEMAPI du territoire, pour pouvoir les sensibiliser à ces différentes questions, et puis faire en sorte que chacun se pose des questions. Après, moi, je pense que très souvent, les réponses à apporter, elles sont d'ordre local, c'est-à-dire face à une situation donnée, il y a un diagnostic qui va être adapté et sur lequel on va chercher des solutions. Donc, pour nous, si on réfléchit à une échelle un peu large là, de l'ancienne région, en fait, des 3 départements, c'est quasiment impossible d'avoir des actions qui seraient pertinentes dans tous les cas. Ou alors sinon, on se retrouverait dans ce qu'évoquait Steph tout à l'heure, une réglementation qui n'est pas forcément adaptée parce qu'elle est binaire à une échelle nationale et qu'elle s'adapte mal finalement à des préoccupations locales. Donc voilà, l'idée, c'est quand même d'essayer de sensibiliser les gens, faire en sorte que tout le monde s'interroge sur ce qu'on fait en fait au quotidien, parce qu'on manque tous de temps en fait pour faire ça. Et puis après, qu'on puisse réfléchir, discuter ensemble, parfois à certaines solutions. Ouais, on l'a pas dit, mais sur le site, donc il y a le document lui-même de synthèse. On a voulu faire aussi quelque chose de très pragmatique, hein. Il y a le fait que peut-être dans 50 ans, quand on sera en retraite, si quelqu'un veut refaire le travail, il pourra réutiliser nos sources. Mais aussi, il y a toute une base SIG en fait qui est en open data et qu'on a diffusé à tous les partenaires GEMAPI, les syndicats de bassin, à EDF aussi, au service de l'État, et pour lequel tout le monde s'en sert plus ou moins au quotidien. Après, ça dépend. Voilà, hein. Il y a des cas assez classiques et puis il y en a d'autres un peu plus complexes. Mais il y a eu quand même une grande diffusion de l'info dans le réseau professionnel. J'ai vu que vous avez mis une question sur la durée de l'étude et le plan de financement. Du coup, c'est plus toi, ça? Ouais, l'étude, les premières idées, c'était, on va dire, en 2007, ouais. Je crois. Ouais. Début du projet officiellement fin 2014. 14. Et production de l'Atlas finalisée, c'était mars 2019. Voilà, donc ça fait à peu près... On l'a fait en plus de notre travail habituel. Ouais, voilà. Avec finalement, on va dire, assez peu de financement, parce que le coût total du projet, on estime sur l'ensemble du temps passé, hein, à peu près à 128 000 euros, et on avait à peu près 28 000 euros de financement. Je schématise, mais c'est un peu ça, voilà. Donc après, il a fallu payer de nos corps, quoi. Un gros investissement de nos structures. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Aurélien Matvon, si tu veux prendre la parole.
Oui, merci. Merci déjà pour l'exposé et tout. En effet, c'était très bien. J'ai bien compris que tout était un peu des cas particuliers aussi en fonction des rivières, en fonction de la référence qu'on prend, bien sûr, par rapport à l'historique, on va dire. Mais simplement, quand vous avez le fameux pêcheur qui vous dit il n'y a plus de poissons en 2 minutes, que vous avez que 2 minutes sur le terrain, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est un peu ça l'idée. En premier lieu, et après, du coup, voilà, moi, c'est un peu l'observation qu'on fait ici aussi dans le Puy-de-Dôme. Nous, on est sur le Puy-de-Dôme. On a un mélange d'espèces certains, pardon, le mélange sur nos cours d'eau, c'est-à-dire que bah, on a beaucoup de poissons considérés de deuxième catégorie dans les premières. Donc après, voilà, je pense qu'il faut aussi qu'on commence à s'habituer à ça, parce qu'on n'éradiquera pas les espèces. Et voilà, et le changement enfin, dans la capture des poissons de seconde catégorie en première catégorie, qui voudrait nous amener à éliminer tous les poissons. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement comme ça, quand l'espèce n'est pas à sa place? Voilà, c'est un peu le genre de question que je me pose, la réponse à un pêcheur, et puis voir par rapport à l'évolution réglementaire, est-ce qu'il faut vraiment absolument lutter contre les poissons de deuxième en première, etc. Peut-être répondre à la première, tu réponds à la deuxième, si tu veux. Alors ça, c'est au quotidien. C'est un pêcheur, c'est mes élus aussi. Concrètement, voir les élus des structures GEMAPI, etc. Donc en fait, c'est notre responsabilité de devoir vulgariser ces résultats. Alors en gros, le travail d'Atlas, il était là pour montrer qu'il n'y a plus de poissons, il dure depuis longtemps, qu'il y a un aspect culturel. Mais nos diagnostics au quotidien, ils sont là pour montrer qu'il n'y a plus de poissons localement, il est vrai parfois, mais il est vrai pas à l'échelle de l'individu qui en parle en fait, il est vrai depuis plus longtemps. Donc ce qu'on essaye modestement de faire, c'est de systématiquement objectiver les choses avec des courbes en fait et des données, et de dépassionner les débats, parce que moi j'ai pu être amené à participer à des réunions, plus de 3 heures à parler sur du vent, quoi, c'est-à-dire à donner des ressentis, etc. Et ça, en environnement, il faut qu'on arrive à aller au-delà de ça, en fait, hein, parce que il y a que comme ça qu'on arrive. Les beaux projets qu'on a pu mener sur le territoire de restauration, c'est parce qu'on a pu objectiver systématiquement les choses. Donc petit à petit, ben, on arrive en formant les élus, les pêcheurs, on y arrive. Mais celui qui a jamais entendu, c'est très fréquent que celui qui a jamais entendu ni lu ces documents-là, ils nous disent, bah oui, il n'y a plus de poissons, etc. Oui, c'est un sacerdoce, hein. Enfin, juste pour compléter un tout petit peu ça, mais après, effectivement, comme dit Steph, il n'y a que les faits qui reviennent et qui permettent d'objectiver. Pour prendre un exemple qu'on a nous sur le territoire de la PPMA, on a un barrage dans lequel on retrouve dans les archives le débit réservé dans les années 80 était à 10 litres par seconde. Et le cours d'eau était classé, à l'époque c'était la DDA qui faisait les classements dans le schéma directeur à vocation piscicole. Il était classé comme hors classe de pollution. Donc là, bon, la DDA, on ne peut pas dire que c'est des écolos, quoi. À l'époque en tout cas. Donc hors classe, ça voulait dire qu'il rentre dans aucune grille de qualité tellement que la qualité est dégradée. Et aujourd'hui, le débit réservé est à 315 litres par seconde. On a des données qui nous permettent de montrer quand le 40e du module et le 10e, on a gagné x2 en truite. Et on retrouve quand même des gens pour nous dire qu'il y en avait plus. Et à partir du moment où on oppose des données, entre guillemets, objectivées, bah, sur cette situation-là, on va convaincre. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner sur une personne, sur les cours d'eau à côté, parce qu'il faudrait pouvoir faire le travail à chaque fois. Mais en fait, c'est un travail inlassable de répétition, quoi. Et après, sur le cas des espèces de seconde qui ne sont pas électives, ben ça, c'est une question. On se la pose aussi. Ouais, voilà. Je ne sais pas si on aura vraiment la réponse. C'est pas évident parce que d'un côté, en fait, se dire qu'on lâche l'affaire, pour parler un peu directement, c'est rentrer à fond dans la référence glissante en se disant bon ben voilà, finalement, tant pis. Et puis ça fait le jeu de tous les pollueurs finalement qui eux sont bien contents de se retrouver avec des espèces moins exigeantes sur lesquelles finalement, sous couvert de réchauffement climatique, ça conduit à accepter une dégradation des milieux. Et d'un autre côté, on se dit que peut-être que la lutte, c'est ramée à contre-courant et que du coup, à un moment donné, il n'y aura pas de fin. Mais après, voilà, je pense que ça, on sera amené à en reparler dans la partie banalisation, parce qu'après, on verra que aussi l'évolution des normes réglementaires fait qu'on fait varier nos exigences.
Et comme on fait varier nos exigences, à un moment donné, on se retrouve dans une situation sur laquelle de toute façon on ne pourra pas lutter. Mais ça, voilà, il faudra revenir le 30 janvier. Il est malin. Non, mais je pense que déjà le travail d'Atlas en lui-même, c'est déjà une réponse. C'est que si on n'y croyait plus et qu'on avait baissé les bras, on n'aurait pas fait ça. Et au quotidien, on ne ferait pas ça, on changerait de métier. Je me rappelle d'un collègue qui est désormais à la retraite, qui bossait au Conseil supérieur de la pêche, et qui m'a dit non, mais lâchez pas, vous êtes les derniers. Les FED et les GEMAPI, vous êtes les derniers à conserver le niveau d'exigence pour lâchez pas, il n'y a plus que vous, quoi. C'est-à-dire que si vous lâchez, derrière, ça suit, quoi. La société suivra, parce qu'on a un rôle moteur auprès des services de l'État, on a un rôle moteur auprès des acteurs territoriaux. C'est essentiel. C'est en effet un peu le discours que je porte aussi, c'est-à-dire que si nous, on fait pas le travail entre gens convaincus, personne ne le fera et du coup, on va à l'abandon total des actions. Mais ce qu'on fait ne suffit pas, je pense aussi, par rapport au fait que on est encore avec un robinet de la pollution ouvert fois 10 et puis nous, avec nos programmes de restauration fois 2, allez, 3 si on est motivé aujourd'hui. Ouais, complètement, ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout le problème. Il faut en avoir conscience aussi. Et il faut en avoir conscience, mais si nous-mêmes on arrête de faire le job, politiquement, on sera vite remplacé par d'autres personnes, certainement, qui feront bien, pas bien, je sais pas. Je me cherche encore un peu les convictions pour rester dans ce métier. En tout cas, Vous n'êtes merci. pas seul. Merci Aurélien pour ta question. Est-ce que on a dépassé un petit peu? Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce on va clore cette visio? Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de prendre la parole? Bon, eh ben, on va en rester là. Euh, Merci. Merci à vous. merci beaucoup à vous surtout pour avoir partagé vos connaissances et votre expérience sur ce sujet qui est très intéressant. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, Lara organise, donc on l'a un petit peu évoqué, le 30 janvier prochain, on retrouve Sébastien Versen-Janaudet pour une prochaine pêche en ligne, une nouvelle visio. Et du coup, qui va nous parler de la suite de tout ça. C'est sur la thématique de la banalisation de la trajectoire de qualité des cours d'eau et l'uniformisation des espèces piscicoles. Voilà, donc ça, c'est rendez-vous le 30. Pour les autres événements de l'ARA, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet sur www.ara.org. Voilà, et pour conclure, voilà, je remercie nos deux intervenants, c'était vraiment super intéressant. Un grand merci à vous, tous les participants. Merci. Et puis, les agences de l'eau Loire-Bretagne et RMC qui financent cet événement. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et en espérant vous retrouver prochainement lors de nos événements ou ailleurs. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. Et à Merci bientôt. à vous. Merci.